Il marchait dans le parc comme chaque matin, jusqu'à ce qu'une petite fille le regarde et dise « Pouvez-vous faire semblant d'être mon papa, juste pour une journée ?» Ce qui semblait être un jeu innocent le désarma de l'intérieur. Mais il n'imaginait pas que ce jour-là, et cette petite fille, changeraient sa vie pour toujours. Partie 1. Les rues de Paris s'éveillaient avec l'arôme des baguettes fraîches et le murmure des conversations pressées. C'était un matin d'octobre, lorsque l'automne peignait les feuilles du jardin du Luxembourg de teinte dorée. Sur les sentiers pavés, un homme marchait d'un pas assuré, son costume de designer italien contrastant avec la simplicité des lieux. David Dubois avait 42 ans et était propriétaire de l'une des plus importantes entreprises de construction d'Île-de-France. Ses yeux bleus, qui avaient conclu des millions d'euros de contrats, observaient maintenant distraitement les enfants qui jouaient sur les balançoires, tout en parlant au téléphone avec son assistante. « Sophie, annule la réunion de 15 heures. J'ai besoin de revoir les plans du nouveau projet dans le Marais avant de... » Sa voix s'arrêta brusquement. À quelques mètres de là, une petite fille d'environ 10 ans se tenait devant une poubelle, fouillant parmi les déchets avec de petites mains qui tremblaient légèrement. Ses vêtements étaient propres mais visiblement usés, et ses cheveux châtains tombaient sur ses épaules comme un rideau qui tentait de cacher son visage. David termina l'appel sans dire au revoir et s'approcha lentement. La petite fille leva les yeux, et il put voir d'énormes yeux marrons, remplis d'une détermination qui ne correspondait pas à son âge. « Tu vas bien ?» demanda David, s'accroupissant pour être à sa hauteur. La petite fille le regarda d'abord avec méfiance, mais quelque chose dans la voix de l'homme la rassura. « Je cherche des bouteilles en plastique, » répondit-elle d'une voix claire mais timide. « Ma grand-mère dit que si j'en ramasse assez, on pourra acheter des médicaments pour mon petit frère. » David sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il regarda la petite fille, puis la poubelle, et de nouveau ses yeux qui l'observaient avec un mélange d'espoir et de prudence. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, sans savoir pourquoi cette question était sortie de ses lèvres. « Léa » répondit-elle en s'essuyant les mains sur son pantalon. « Et vous ?»« David. »« Léa, où habites-tu » La petite fille montra un ensemble d'immeubles en briques rouges qui s'élevaient de l'autre côté du parc, dans le quartier de Belleville. David connaissait cette zone. C'étaient des logements sociaux que sa propre entreprise avait construits des années auparavant, dans le cadre d'un projet de responsabilité sociale qu'il avait signé plus par commodité fiscale que par véritable préoccupation. « Ma grand-mère dit que je ne dois pas parler aux inconnus, » dit Léa reculant d'un pas, « mais vous n'avez pas l'air méchant. » David sourit pour la première fois depuis des semaines. Il y avait quelque chose dans l'honnêteté de cette petite fille qui le désarmait complètement. « Ta grand-mère a raison. Mais tu sais quoi ? Je crois que je peux t'aider d'une meilleure façon qu'en cherchant des bouteilles dans la poubelle. » Les yeux de Léa s'illuminèrent d'un mélange de curiosité et d'espoir. « Comment ?» David se leva et sortit son portefeuille. Il avait plusieurs billets de 50 euros, mais il s'arrêta avant de les lui offrir. Quelque chose lui disait que cette petite fille, malgré son jeune âge, avait une fierté qu'il devait respecter. « Et si tu m'accompagnais acheter les médicaments pour ton frère, et au passage tu me racontais plus de choses sur ta famille ?» proposa-t-il. « Ce n'est pas de la charité, disons que c'est un investissement. » Léa le regarda en plissant les yeux, évaluant la proposition. « Un investissement dans quoi ?» David resta silencieux un instant. Lui-même ne savait pas la réponse à cette question. « Dans le fait de faire ce qui est juste, » répondit-il finalement. La petite fille hocha lentement la tête, comme si ces mots avaient plus de poids que David n'avait voulu leur en donner. « D'accord, mais d'abord, je dois demander à ma grand-mère. Elle est à la maison. Elle s'occupe de mon frère Louis. Il a de la fièvre et n'arrête pas de tousser. » Alors qu'ils marchaient vers les immeubles en briques rouges, Léa commença à parler avec la naturelle des enfants qui ont grandi trop vite. « Ma grand-mère Monique s'appelle comme votre secrétaire, » dit-elle avec un sourire. « Elle dit que les noms se répètent parce que les bonnes personnes se reconnaissent entre elles. » David ne put s'empêcher de sourire à cette logique enfantine. « Et tes parents ?» Le sourire de Léa s'estompa légèrement. « Ma maman est au ciel, selon ma grand-mère. Et mon papa, eh bien, ma grand-mère dit que certains papas se perdent en chemin, mais que cela ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas. » David sentit un nœud dans la gorge. Lui-même avait été un père absent, tellement occupé à construire son empire qu'il avait perdu la garde de sa propre fille, lorsque son mariage s'était effondré 5 ans auparavant. « Ça doit être difficile, » murmura-t-il. « Parfois, » admit Léa. « Mais ma grand-mère dit que la famille, ce n'est pas toujours le sang, mais les personnes qui choisissent de rester avec toi quand les choses deviennent difficiles. » Ces mots résonnèrent en David avec une force inattendue. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, Léa le guida par des escaliers étroits jusqu'au 3e étage. Le couloir sentait le détergent et la cuisine maison, un mélange qui rappela à David sa propre enfance,
avant que l'argent et le succès ne l'éloignent de tout ce qu'il avait autrefois considéré important. Léa frappa à la porte avec un rythme spécifique. 3 coups rapides, une pause et 2 coups de plus. C'est notre code secret, expliqua-t-elle. Ma grand-mère dit que c'est comme ça qu'elle sait que c'est nous, et non quelqu'un qui vient nous réclamer des choses. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris relevés en chignon et aux mains qui témoignaient d'années de dur labeur. Ses yeux, de la même couleur marron que ceux de Léa, examinèrent David avec un mélange de curiosité et de prudence. « Grand-mère, c'est David, » dit Léa. « Il veut nous aider à acheter les médicaments pour Louis. » Monique regarda David de haut en bas, évaluant chaque détail de son apparence coûteuse. « Et que veut-il en retour ?» demanda-t-elle directement. David se sentit désarmé par la question. « Rien, juste, je veux aider. » Monique le regarda pendant quelques secondes de plus, puis s'écarta pour le laisser entrer. « Les hommes riches ne traînent généralement pas ici sans raison, dit-elle, mais Léa a un bon œil pour juger les gens. Entrez. » L'appartement était petit mais impeccablement propre. Les meubles étaient vieux mais entretenus avec amour, et les murs étaient remplis de dessins que David supposait être l'œuvre de Léa. Sur un canapé usé, un enfant d'environ 6 ans dormait, sa respiration laborieuse et son front perlé de sueur. « C'est Louis, » murmura Léa. « Il est comme ça depuis 3 jours. » David s'approcha de l'enfant, et quelque chose dans sa poitrine se serra, en voyant à quel point il semblait fragile. « L'avez-vous emmené chez le médecin ?» Monique soupira. « Nous n'avons pas d'assurance maladie privée, et au centre de santé ils nous ont dit que ce n'était pas grave, qu'il avait juste besoin de repos et d'antipyrétiques. Mais l'argent... » Elle ne termina pas la phrase, mais David comprit. Il regarda Léa, qui observait son frère avec une inquiétude qui ne devrait pas exister dans les yeux d'une petite fille de 10 ans. « Quel médicament a-t-il besoin exactement ?» Monique lui montra une ordonnance froissée. « Ça, mais ça coûte 80 €, et ce mois-ci... » « Allons-y, » interrompit David. « Allons l'acheter tout de suite. » Sur le chemin de la pharmacie, David se retrouva à marcher entre Léa et Monique, écoutant des histoires sur la vie dans le quartier, sur les voisins qui s'entraidaient, sur la solidarité qui naissait du besoin partagé. C'était un monde complètement différent du sien, où les réunions d'affaires se déroulèrent dans des restaurants de luxe et les préoccupations tournaient autour des marges bénéficiaires et de l'expansion des marchés. « Vous avez des enfants ?» demanda Léa pendant qu'ils attendaient à la pharmacie. David hésita. « J'ai une fille. Elle s'appelle Chloé. Elle a 12 ans. Où est-elle ? Elle vit avec sa mère à Lyon. Moi, je ne la vois pas beaucoup. » Léa le regarda avec ses grands yeux sages. « C'est pourquoi ?» La question était si simple, si directe, que David ne sut pas quoi répondre. Comment expliquer à une petite fille de 10 ans qu'il avait choisi le travail plutôt que la famille, qu'il avait perdu la garde parce qu'un juge avait estimé qu'il n'était pas un père présent ? Parfois, les adultes compliquent les choses, dit-il finalement. Ma grand-mère dit que compliquer les choses est une façon de ne pas affronter ce qui compte vraiment, répondit Léa avec une sagesse qu'elle ne devrait pas posséder à son âge. Quand ils rentrèrent à l'appartement avec les médicaments, David aida Monique à les administrer à Louis. L'enfant ouvrit brièvement les yeux, juste assez pour sourire faiblement avant de se rendormir. « Merci », murmura Monique, et David put voir des larmes dans ses yeux. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Vous n'avez pas besoin de me remercier, » répondit David. « Mais j'aimerais revenir demain pour voir comment va Louis. » Monique et Léa échangèrent un regard. « Pourquoi ?» demanda la grand-mère. David resta silencieux un instant, cherchant les mots justes. « Parce que cela fait longtemps que je n'ai rien fait qui compte vraiment. » Cette nuit-là, David ne put pas dormir. De la fenêtre de son appartement dans le 7e arrondissement, il pouvait voir les lumières de Belleville, au loin. Il pensa à Léa fouillant dans les poubelles, à Louis luttant contre la fièvre, à Monique s'occupant de 2 enfants qui n'étaient pas les siens biologiquement, mais qu'elle aimait comme siens. Il pensa à sa propre fille, Chloé, et au temps qui s'était écoulé depuis la dernière fois qu'il avait eu une vraie conversation avec elle. Leurs appels téléphoniques s'étaient réduits à des échanges superficiels sur l'école et les devoirs, toujours interrompus par une réunion urgente ou un problème dans l'entreprise. Le lendemain, David annula tous ses rendez-vous et retourna à l'appartement de Monique. Louis était réveillé, bien qu'encore faible, et Léa était assise à ses côtés, lui lisant une histoire d'une voix douce et patiente. « David !» s'exclama Léa en le voyant. « Louis va mieux. Regarde, il peut déjà s'asseoir. » L'enfant lui sourit timidement, et David sentit quelque chose de semblable au bonheur qu'il avait oublié qu'il existait. « Comment te sens-tu, champion ?»« Mieux » murmura Louis d'une voix rauque. « Léa m'a dit que c'est toi qui as apporté le médicament qui m'a guéri. » David s'assit par terre à côté du canapé. « C'est Léa qui m'a demandé de l'aide. Elle est très courageuse. »« C'est la meilleure sœur du monde, » dit Louis, en serrant Léa dans ses bras. « Quand j'avais peur, elle me chantait des chansons.
David regarda Léa qui rougit légèrement. Ce ne sont que des chansons que ma maman m'a apprises avant de partir au ciel. À ce moment, Monique entra dans la pièce avec un plateau de thé. Monsieur David, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi êtes-vous vraiment ici? Ne vous méprenez pas, nous sommes reconnaissants, mais des hommes comme vous ne s'impliquent généralement pas dans des vies comme les nôtres. David prit une tasse de thé et la tint entre ses mains, sentant la chaleur. Je crois que c'est parce que Léa m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Quoi? Que le bonheur ne s'achète pas avec de l'argent. Il se construit avec des moments comme celui-ci. Monique l'étudia avec des yeux perspicaces. Et que comptez-vous faire de cette révélation? David regarda Léa qui aidait Louis à colorier un dessin, puis Monique. Je ne sais pas encore. Mais j'aimerais continuer à venir si vous me le permettez. J'aimerais mieux connaître ces enfants extraordinaires. Monique hocha lentement la tête. Vous pouvez venir quand vous voulez, mais j'ai une condition. Laquelle? Que vous soyez honnête avec nous. Les enfants peuvent supporter beaucoup de choses, mais pas les mensonges. David sentit le poids de ces mots. Il avait construit sa vie sur des demi-vérités et des relations superficielles. Mais en regardant Léa et Louis, il réalisa qu'il voulait quelque chose de différent. « Je serai honnête, promit-il. En commençant par ceci, je ne sais pas ce que je fais ici, mais c'est la chose la plus importante que j'ai faite depuis des années. » Léa leva les yeux de son dessin et lui sourit. Parfois, le plus important est ce que l'on ne comprend pas tout de suite. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une rencontre fortuite a complètement changé votre perspective sur la vie? Avez-vous rencontré quelqu'un qui, sans le savoir, vous a fait remettre en question tout ce que vous croyiez important? Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez et si vous avez vécu une expérience similaire. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker pour que plus de personnes puissent découvrir le pouvoir transformateur des rencontres inattendues. Partie 2. Les jours suivants devinrent une routine inattendue pour David. Chaque matin, après avoir réglé les affaires les plus urgentes de son entreprise, il se rendait à l'appartement de Monique. Au début, il avait tenté de justifier ses visites comme un acte de charité temporaire, mais il réalisa vite que c'était lui qui avait le plus besoin d'être là. Léa avait une curiosité naturelle qui le désarmait constamment. Pendant que Louis se rétablissait, elle lui posait des questions sur son travail, sur les bâtiments qu'il construisait, sur la raison pour laquelle il vivait seul dans un si grand appartement. « Tu n'as pas peur d'être seul la nuit ?» lui demanda-t-elle un après-midi alors qu'il jouait une partie de petits chevaux. « Peur? Non, pourquoi aurais-je peur? Parce que quand Louis fait des cauchemars, je dors avec lui. Ma grand-mère dit que les peurs sont plus petites quand on les partage. » David déplaça sa pièce sur le plateau, réfléchissant à ces mots. « Et toi, tu fais des cauchemars ?» Léa resta silencieuse un instant, concentrée sur le jeu. « Parfois, je rêve que je suis seule, que ma grand-mère part au ciel comme ma maman et que personne ne vient s'occuper de Louis. » L'honnêteté de la petite fille frappa David comme un coup de poing. « Ça n'arrivera pas, Léa. Ta grand-mère est en très bonne santé. »« Les adultes disent toujours ça, » répondit-elle. « Mais ma maman allait bien aussi, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. » David laissa les jetons sur la table et regarda Léa directement. « Qu'est-il arrivé à ta maman ?» Léa commença à ranger les jetons par couleur, une activité qui semblait la calmer. Elle avait une maladie du cœur. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une opération très chère, mais nous n'avions pas d'argent. Ma grand-mère a vendu tout ce qu'elle a pu, mais ce n'était pas suffisant. David sentit un frisson lui parcourir le dos. « Ça fait combien de temps ?»« 2 ans. J'avais 8 ans quand elle est morte. Louis avait 4 ans et ne comprenait pas pourquoi maman ne revenait plus à la maison. À ce moment, Monique entra dans la pièce avec un plateau de biscuits fait maison. « Léa, tu ne devrais pas inquiéter monsieur David avec des histoires tristes. »« Ça ne m'inquiète pas, » intervint David rapidement. « Ça m'intéresse de connaître votre histoire. » Monique s'assit avec eux, mais David remarqua une tension dans ses mouvements. « Monsieur David, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Qu'espérez-vous obtenir avec ces visites ?» La question était directe et légitime, mais David n'avait pas de réponse claire. « Honnêtement, je ne sais pas. Je sais juste que quand je suis ici, je me sens différent, plus connecté à ce qui compte vraiment. » Monique l'étudia avec des yeux perçants. « Et que va-t-il se passer quand vous en aurez marre de jouer au bon samaritain? Que va-t-il se passer avec ces enfants quand vous retournerez à votre monde de luxe et que vous nous oublierez ?» David sentit le poids de ces mots comme une accusation. « Je ne vous oublierai pas. C'est ce que disent tous les riches quand ils se sentent coupables de quelque chose, » répliqua Monique. « Mais la culpabilité passe, monsieur David. Et quand elle passera, vous retournerez à votre vie normale et nous resterons ici, dans la nôtre. » Léa regarda sa grand-mère avec inquiétude. « Grand-mère, David est bon. Il n'est pas comme les autres. »« Quels autres ?» demanda David. Monique hésita, mais finit par parler. « Ceux de la mairie, ceux des services sociaux, ceux de l'agence immobilière. Tous viennent ici avec de belles promesses, mais au final, ils ne veulent que quelque chose de nous.
David fut curieux. L'agence immobilière? Oui, ils essaient de convaincre tous les voisins de vendre leurs appartements. Ils disent qu'ils vont démolir les immeubles pour construire des bureaux et qu'ils vont nous donner de l'argent pour déménager. Un frisson parcourut le dos de David. Il connaissait ses projets de rénovation urbaine. Sa propre entreprise avait participé à plusieurs projets similaires. Et que disent les voisins? La plupart ne veulent pas partir. C'est notre maison. Ici, il y a nos amis, nos souvenirs, mais la pression est de plus en plus forte. David resta silencieux, traitant cette information. Comment s'appelle l'agence immobilière? Monique le regarda avec une méfiance renouvelée. Pourquoi voulez-vous savoir? Juste une curiosité professionnelle. Je travaille dans la construction. Moreau et Associés. Vous les connaissez? David sentit comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Moreau et Associés était l'une des entreprises avec lesquelles il avait travaillé sur de multiples projets. Il connaissait très bien leur méthode et il savait que lorsqu'ils se proposaient d'acquérir un terrain, ils acceptaient rarement un non comme réponse. J'en ai entendu parler, mentit-il. Cette nuit-là, David resta éveillé très tard, examinant les documents de plusieurs projets qu'il avait développés avec Moreau et Associés. Les schémas étaient toujours les mêmes. Identifier des zones de logements sociaux avec un potentiel de revalorisation, faire pression sur les résidents pour qu'ils vendent, puis développer des projets commerciaux ou résidentiels de luxe. Il n'avait jamais pensé aux familles qui étaient déplacées. Pour lui, elles n'avaient toujours été que des chiffres dans un bilan. Compensation versée, problèmes juridiques résolus, bénéfices obtenus. Mais maintenant, il avait des visages pour ces chiffres. Il avait Léa, Louis, Monique. Il avait toute une communauté qui était menacée par le même système dont il faisait partie. Le lendemain, au lieu d'aller à l'appartement de Monique, David se rendit au bureau de Moreau et Associés. Antoine Moreau était un homme d'une 50aine d'années, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux et une réputation d'être impitoyable en affaires. « David, quelle surprise de te voir ici. Tu viens me proposer quelque chose de nouveau. En fait, je viens te poser des questions sur le projet de Belleville. » Les yeux d'Antoine s'illuminèrent. « Ah oui, c'est un projet magnifique. Nous allons complètement transformer cette zone. Des bureaux de luxe, des appartements haut de gamme, un centre commercial. Ce sera le nouveau joyau de Paris. Et les résidents actuels ?» Antoine agita la main avec dédain. « C'est déjà réglé. Nous offrons des compensations généreuses. La plupart ont déjà accepté. Il ne reste que quelques obstinés, mais ils finiront par céder. Quel type de pression exercez-vous » Antoine se pencha en arrière dans sa chaise, étudiant David avec curiosité. « Pourquoi cet intérêt? Tu penses à t'associer à nous sur ce projet ?» David se retrouva à la croisée des chemins. Il pouvait saisir cette opportunité pour gagner de l'argent, comme il l'avait fait tant de fois auparavant, ou il pouvait prendre un chemin différent. « J'évalue mes options, » répondit-il prudemment. « Eh bien, je te dirais que nous utilisons des méthodes tout à fait légales, des offres financières, des explications sur les avantages du développement urbain et, quand c'est nécessaire, des rappels sur les réglementations de sécurité et d'habitabilité. » David sentit un frisson en entendant cette dernière partie. Quel type de rappel? Des inspections surprises, des rapports sur l'état des bâtiments, de petits problèmes avec les services de base. Rien d'illégal, mais suffisant pour faire comprendre aux gens qu'il serait préférable pour tout le monde qu'ils coopèrent. « Antoine, ne trouves-tu pas que c'est, quoi, efficace? Bien sûr que ça l'est. David, ne me dis pas que tu deviens sentimental. C'est du business, mon ami. Ça l'a toujours été. » David sortit de ce bureau avec une sensation de nausée. Pendant des années, il avait fait partie de ce système sans le remettre en question. Il avait vu le développement urbain comme une force positive, comme un progrès. Il n'avait jamais considéré le coût humain. Quand il arriva à l'appartement de Monique cet après-midi-là, il trouva Léa assise sur les marches de l'immeuble, le regard perdu. « Qu'est-ce qui se passe, petite? Des hommes sont venus ce matin. Ils ont dit que l'immeuble avait des problèmes et que nous devrions peut-être déménager bientôt. » David s'assit à côté d'elle sur les marches. « Quel type de problème? Je ne sais pas. Ils ont utilisé des mots difficiles. Mais ma grand-mère était très inquiète. Après leur départ, elle s'est mise à pleurer. » David sentit une rage qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « Léa, aimerais-tu que je t'aide à comprendre ce qui se passe ?» Elle le regarda avec ses grands yeux confiants. « Tu peux le faire? Je peux essayer. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. »« Quoi? Que tu me feras confiance. Quoi que nous découvrions. » Léa hocha solennellement la tête. « Je promets. » David prit la petite main de la fillette dans les siennes. « Alors nous allons nous battre ensemble. » Cette nuit-là, David prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il appela son avocat personnel, un homme discret et efficace qui avait géré ses affaires juridiques pendant des années. « Thomas, j'ai besoin que tu enquêtes sur tout ce que tu peux concernant Moreau et Associés. Plus précisément, leur méthode d'acquisition de propriétés à Belleville. Tu penses à les poursuivre en justice? Peut-être. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir exactement ce qu'ils font. Et si c'est légal.
David, te rends-tu compte que tu as travaillé avec eux sur de multiples projets? S'il y a quelque chose de louche, tu pourrais te retrouver impliqué. David resta silencieux un instant. Je sais, mais il y a des choses plus importantes que de protéger ma réputation. Comme quoi? David regarda par la fenêtre vers les lumières de Belleville, comme faire ce qui est juste. Le lendemain, David arriva à l'appartement de Monique avec une proposition qu'il avait élaborée toute la nuit. Je veux engager un avocat pour vous représenter, vous et tous les voisins qui veulent résister à la pression de Moreau et associés. Monique le regarda avec méfiance. Et que voulez-vous en retour? Rien. Enfin, si, je veux quelque chose. Je veux que vous me laissiez faire partie de cette lutte. Pourquoi? David regarda Léa qui écoutait la conversation tout en aidant Louis avec un puzzle. Parce que ces enfants m'ont appris quelque chose que j'avais oublié, que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en les relations que nous construisons et les personnes que nous protégeons. Monique étudia son visage pendant un long moment. Monsieur David, êtes-vous sûr de savoir dans quoi vous vous engagez? Ces gens ne jouent pas franc jeu. Je sais, mais j'ai des ressources et j'ai des informations qui pourraient être utiles. Quel type d'informations? David hésita. Il savait que ce qu'il était sur le point de dire pourrait changer à jamais la façon dont Monique et les enfants le verraient. Je connais leur méthode parce que j'ai déjà travaillé avec eux. Je sais comment ils pensent, comment ils opèrent, et je peux utiliser cette information pour vous protéger. Monique se tendit. Vous êtes l'un d'entre eux? J'étais, corrigea David. Mais plus maintenant. Ça, vous m'avez changé. Léa laissa le puzzle et s'approcha de David. Ça veut dire qu'avant tu étais comme les méchants qui sont venus hier? La question de la petite fille le transperça comme une épée. Oui, Léa, avant j'étais exactement comme eux, mais vous m'avez appris que je pouvais être différent. Léa le regarda un instant puis lui prit la main. Ma grand-mère dit que l'important n'est pas ce que nous avons été, mais ce que nous décidons d'être. Monique soupira profondément. D'accord, monsieur David. Mais si vous faites ça, il faut que ce soit pour de vrai. Vous ne pouvez pas changer d'avis à mi-chemin. Je ne le ferai pas, promit David. Mais je dois vous faire comprendre que ce sera difficile. Moreau et associés ne vont pas abandonner facilement. Nous non plus, répondit Monique avec détermination. C'est notre maison. Avez-vous déjà dû faire face à la pression de perdre votre maison ou votre communauté? Comment réagiriez-vous si vous deviez choisir entre vos intérêts économiques et faire ce qui est juste? Racontez-nous en commentaire et partagez de quelle ville vous nous écoutez cette histoire de transformation et de résistance. Partie 3. L'enquête de Thomas révéla des informations qui donnèrent la nausée à David. Moreau et associés n'utilisaient pas seulement des méthodes de pression psychologique, mais des documents suggéraient des pots de vin à des inspecteurs municipaux et la manipulation de rapports de sécurité. David, c'est plus grave que nous le pensions, lui dit Thomas lors d'une réunion dans son bureau. Si cela éclate au grand jour, il pourrait y avoir des conséquences pénales pour plusieurs personnes. Y compris moi, j'ai examiné tous tes contrats avec eux. Techniquement, tu n'as fourni que des services de construction. Il n'y a aucune preuve que tu aies été impliqué dans leur méthode d'acquisition de propriété. Mais si tu décides de dénoncer cela, ta réputation dans le secteur en souffrira. Personne ne voudra travailler avec quelqu'un qui dénonce ses partenaires. David resta silencieux, traitant les implications. Thomas, tu as des enfants? Oui, 2. Pourquoi? Que leur enseignes-tu sur ce qui est bien et ce qui est mal? Thomas le regarda avec confusion. Eh bien, qu'il faut être honnête, travailler dur, respecter les autres. Et si tu devais choisir entre ta réussite professionnelle et suivre ses valeurs? Thomas se pencha en arrière dans sa chaise. David, es-tu sûr de vouloir continuer? Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. Le même après-midi, David rencontra Monique et plusieurs voisins de l'immeuble dans le petit appartement. La pièce était remplie de personnes de tous âges. Des personnes âgées qui y vivaient depuis la construction des bâtiments, de jeunes parents avec de jeunes enfants, des étudiants qui pouvaient à peine payer le loyer. « Monsieur David, dit Monique, nous voulons vous remercier pour ce que vous faites, mais nous voulons aussi que vous compreniez que nous ne pouvons pas nous permettre un avocat cher. Ne vous inquiétez pas pour ça, je prends en charge tous les frais de justice. » Un vieil homme d'environ 70 ans leva la main. « Et pourquoi faites-vous ça? Qui gagnez-vous » David regarda autour de la pièce, voyant des visages fatigués mais déterminés, et ses yeux s'arrêtèrent sur Léa, qui était assise par terre avec Louis, dessinant tout en écoutant la conversation. Je gagne l'opportunité de faire quelque chose de juste. Pendant des années, j'ai construit des bâtiments sans penser aux personnes qui vivaient dans les endroits où je construisais. Vous m'avez ouvert les yeux. Une jeune femme avec un bébé dans les bras parla. « Monsieur, nous n'avons nulle part où aller. Si on nous oblige à déménager, nous ne pouvons pas payer un loyer ailleurs à Paris. »« Ça n'arrivera pas, » répondit David avec fermeté. « Mais j'ai besoin que vous soyez tous prêts pour ce qui va arriver. Moreau et associés vont intensifier la pression.
Comme une prophétie, le lendemain, les problèmes commencèrent. D'abord l'eau. Soi-disant, il y avait une fuite dans les canalisations principales qui nécessitait de couper l'approvisionnement pour des réparations d'urgence. Ensuite, ce furent les inspections sanitaires qui apparaissaient sans préavis et trouvaient des violations mineures nécessitant des amendes. David était dans son bureau, révisant des documents légaux, quand il reçut un appel de Léa. La petite fille avait obtenu son numéro de téléphone et l'appelait depuis la cabine téléphonique de l'immeuble. « David, il faut que tu viennes vite », dit la voix tremblante de la petite fille. « Des hommes sont venus et ont emmené ma grand-mère. » David sentit son cœur s'arrêter. « Comment ça, ils l'ont emmenée? Qui? » Ils ont dit qu'ils étaient des services sociaux. Ils ont dit que les conditions de l'immeuble n'étaient pas sûres pour les enfants et qu'ils devaient nous emmener dans un meilleur endroit. David courait déjà vers l'ascenseur. « Où êtes-vous, toi et Louis? » « Nous sommes cachés dans l'appartement de Madame Rose au 5e étage. Mais David, j'ai peur. Les hommes ont dit qu'ils allaient revenir. Ne bougez pas de là. J'arrive tout de suite. » Pendant le trajet, David appela Thomas. « J'ai besoin que tu vérifies immédiatement s'il y a un ordre légal pour retirer les enfants de l'immeuble. Et s'il n'y en a pas, j'ai besoin que tu obtiennes une ordonnance de protection. David, ça devient très laid. Ils utilisent les enfants comme moyen de pression. C'est précisément pour ça que nous devons arrêter ça maintenant. » Quand il arriva à l'immeuble, David trouva les voisins réunis dans la cour, parlant à voix basse et avec des expressions inquiètes. Il monta en courant jusqu'au 5e étage, où Madame Rose, une femme d'environ 80 ans, le reçut avec soulagement. « Dieu merci, vous êtes venus. Les enfants ont très peur. » David trouva Léa et Louis recroquevillés sur le canapé, serrés l'un contre l'autre. En le voyant, Léa courut vers lui et le serra fort dans ses bras. « David, ils vont nous emmener loin d'ici? »« Non, » répondit David, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Je ne permettrai pas que cela arrive. Mais j'ai besoin que vous soyez très prudent. Ne sortez pas seul et dites-moi toujours où vous allez. » Pendant les jours suivants, l'enquête de la procureure avança rapidement. Le procureur Paul Bernard, qui était en charge de l'affaire, avait déjà commencé à interroger des témoins. « David, lui dit Thomas lors d'un de leurs appels, j'ai trouvé quelque chose d'important. L'organisation Protection de l'enfance intégrale a été utilisée dans d'autres cas similaires. Toujours dans des zones où Moreau veut développer des projets. Tu as des preuves de la connexion? J'y travaille. Mais il y a un schéma clair. Des familles vulnérables dans des immeubles ciblés sont temporairement séparées, puis on leur offre une relocalisation volontaire comme solution. » David sentit la nausée. « C'est un système complet. Ils utilisent les enfants comme des armes. » « Exactement. Mais David, si nous voulons dénoncer cela, nous avons besoin de preuves solides. Et les obtenir sera dangereux. » Cette nuit-là, David prépara le dîner pour Léa et Louis. C'était la première fois depuis des années qu'il cuisinait pour quelqu'un d'autre que lui-même. Les enfants mangèrent en silence, clairement préoccupés par leur grand-mère. « David, dit Léa après le dîner, pourquoi y a-t-il des gens qui blessent les autres juste pour de l'argent ?» David resta silencieux un instant, cherchant une réponse appropriée pour une petite fille de 10 ans. « Je crois que parfois les gens oublient que le plus important, ce sont les autres personnes, pas les choses. Toi aussi tu avais oublié. »« Oui, Léa, j'avais complètement oublié, mais tu me l'as rappelé. » Louis, qui avait été silencieux pendant le dîner, parla finalement. « On va pouvoir rentrer à la maison avec ma grand-mère ?»« Oui, champion, je te le promets. » Cette nuit-là, David dormit sur le canapé du salon, laissant les enfants partager sa chambre. Mais il ne put pas dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Monique quand on l'avait emmené, l'expression de terreur dans les yeux de Léa, la vulnérabilité de Louis. Il se leva et alla à la fenêtre, regardant vers Belleville. Quelque part là-bas, Monique était interrogée par des personnes qui ne se souciaient pas de son bien-être ni de celui des enfants. Et tout ça pour un projet de développement qui rendrait Antoine Moreau riche. David prit une décision. Il appela Thomas, peu importe qu'il soit 3 heures du matin. « Thomas, je veux que demain, à la première heure, tu demandes une réunion avec le procureur. Nous allons tout dénoncer. Les pots de vin, la manipulation, l'utilisation des services sociaux pour faire pression sur les familles. David, es-tu sûr? Une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura pas de retour en arrière. » David regarda vers la chambre où dormaient Léa et Louis. « Je suis sûr. Il est temps que quelqu'un protège ses enfants. » Le lendemain matin, David réveilla Léa et Louis avec le petit déjeuner servi. Il avait acheté des céréales colorées et du lait au chocolat, des choses qu'il n'avait jamais eues dans sa cuisine minimaliste. « David, dit Léa en déjeunant, tu crois que ma grand-mère va bien? Je suis sûr qu'elle va bien. Ta grand-mère est très forte. Oui, elle dit toujours que les femmes de notre famille sont des battantes, que ma maman aussi était une battante. » David s'assit avec eux à table. « Raconte-moi plus de choses sur ta maman. » Les yeux de Léa s'illuminèrent. Elle était très belle et très intelligente. Elle travaillait en nettoyant des bureaux la nuit
pour pouvoir s'occuper de nous pendant la journée. Elle disait toujours qu'elle allait économiser assez d'argent pour que nous puissions déménager dans une maison avec un jardin. Louis hocha la tête. Maman chantait très bien. Quand j'avais peur, elle me chantait jusqu'à ce que je m'endorme. David sentit un nœud dans la gorge. Ça sonne comme une maman merveilleuse. Elle l'était, dit Léa, mais elle est tombée malade et les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une opération du cœur. Ça coûtait beaucoup d'argent, plus que ce que nous avions économisé de toute notre vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand-mère a vendu tout ce qu'elle avait. Elle a même vendu la bague de mariage de mon grand-père, mais ce n'était pas suffisant. L'hôpital a dit qu'il ne pouvait pas l'opérer sans l'argent. David ferma les yeux, sentant le poids de cette injustice. 15 000 €. Il dépensait plus que ça pour un dîner d'affaires dans un restaurant de luxe. Il avait perdu plus que ça en pariant au casino en une seule nuit. Léa, tu sais quel était l'hôpital où? Hôpital Pitié-Salpêtrière. Ma grand-mère dit que les docteurs étaient bons, mais que les règles ne leur permettaient pas d'aider sans argent. À ce moment, le téléphone de David sonna. C'était Thomas. J'ai de bonnes nouvelles. Nous avons obtenu la libération de Monique. Ils sont en train de traiter les papiers en ce moment. Tu pourras la récupérer dans 1 heure. David ressentit un immense soulagement. Et les accusations? Retirées. Mais David, ce n'est que le début. Maintenant, nous devons prouver que tout cela était une manœuvre de Moreau. Quand David annonça la nouvelle aux enfants, Léa commença à pleurer de soulagement. Louis courut le serrer si fort qu'il faillit le faire tomber. « Je savais que tu allais la ramener », s'exclama l'enfant. « Tu es comme un super-héros. » David s'agenouilla pour embrasser les 2 enfants. « Je ne suis pas un super-héros. Je suis juste quelqu'un qui apprend à faire ce qui est juste. Pour nous, tu es un super-héros, dit Léa, parce que les super-héros sont les personnes qui nous protègent quand nous avons peur. Croyez-vous que l'argent peut résoudre tous les problèmes? Ou y a-t-il des choses qui ne peuvent pas s'acheter? Si vous aviez les ressources de David, que feriez-vous pour aider des familles comme celle de Léa? Partagez vos réflexions en commentaire et dites-nous de quelle ville vous suivez cette histoire de lutte et de transformation. Partie 4. La réunion au bureau du procureur fut tendue. David, accompagné de Thomas et d'une équipe d'avocats spécialisés dans la corruption, présenta toutes les preuves qu'ils avaient recueillies sur les pratiques de Moreau et associés. Le procureur, un homme d'âge moyen nommé Paul Bernard, examina les documents avec une expression sérieuse. « Monsieur Dubois, vous rendez-vous compte qu'en déposant cette plainte, vous pourriez également être mis en examen pour votre association passée avec les accusés? J'en suis conscient. Mais je suis prêt à coopérer pleinement avec l'enquête. Et qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette décision? » David pensa à Léa et Louis, à Monique, à tous les voisins de l'immeuble qui se battaient pour garder leur maison. La justice, monsieur le procureur, et la responsabilité de protéger les plus vulnérables. Paul Bernard hocha lentement la tête. Très bien, nous allons ouvrir une enquête formelle. Mais monsieur Dubois, vous devez comprendre que ce sera un processus long et compliqué. Moreau a des influences puissantes. Quand David rentra chez lui, il trouva Monique, Léa et Louis l'attendant dans le salon. Monique semblait fatiguée mais déterminée. « Monsieur David, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous. Monique, vous n'avez pas à me remercier. Au contraire, c'est moi qui devrais vous remercier de m'avoir ouvert les yeux. » Monique l'étudia avec son regard perçant. « Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant commence la vraie lutte. J'ai déposé une plainte formelle contre Moreau et associés, mais vous devez savoir qu'ils vont essayer de se venger. Quel type de vengeance? Plus de pression, plus d'intimidation. Peut-être qu'ils essaieront de discréditer mon témoignage en disant que je suis impliqué dans leurs activités. » Léa s'approcha de lui. « Ça veut dire que tu pourrais avoir des problèmes en nous aidant ?» David s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je pourrais. Mais tu sais quoi, Léa? Il y a des choses qui valent tous les risques. Comme quoi? Comme faire ce qui est juste, comme protéger les gens que tu aimes. » Au cours des semaines suivantes, la vie de David changea radicalement. Les médias furent informés de la plainte et son nom apparut dans les journaux comme « le millionnaire qui a dénoncé ses propres associés ». Certains articles le dépeignaient comme un héros, d'autres comme un opportuniste cherchant à redorer son image. Ses clients commencèrent à annuler des contrats. Son conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence pour discuter de son avenir dans l'entreprise. « David, lui dit Marc Dupont, le président du conseil, te rends-tu compte que tes actions affectent la réputation de toute l'entreprise? Je me rends compte que nous faisons enfin quelque chose dont nous pouvons être fiers. Ce n'est pas un jeu, David. Nous avons des obligations envers nos actionnaires, envers nos employés. Ta croisade personnelle met en péril des centaines d'emplois. » David regarda autour de la salle de réunion, voyant des visages qu'il connaissait depuis des années, mais qui lui semblaient maintenant étrangers. « Et qu'en est-il de nos obligations morales? Qu'en est-il de notre responsabilité envers les communautés où nous construisons? Ce sont de belles paroles, David, mais elles ne paient pas les salaires
ni ne nourrissent les familles de nos employés. Vous savez quoi? Vous avez raison. C'est ma responsabilité personnelle, pas celle de l'entreprise. David se leva. Je présente ma démission de mon poste de directeur général, avec effet immédiat. Le silence dans la pièce fut absolu. David, ne sois pas dramatique, dit Marc. Nous pouvons trouver une solution. La solution est simple. Je suis ma conscience, et vous suivez vos intérêts commerciaux. Mais je ne vais pas entraîner l'entreprise dans une bataille qui est la mienne. Quand David sortit de cette réunion, il ressentit un mélange de soulagement et de terreur. Il avait renoncé à tout ce qu'il avait construit pendant 20 ans de carrière. Cet après-midi-là, quand il arriva à l'appartement de Monique, les enfants remarquèrent immédiatement que quelque chose avait changé. « Tu es triste ?» demanda Louis. « Un peu, » admit David, « mais je suis aussi tranquille. »« Pourquoi es-tu triste ?»« Parce qu'aujourd'hui, j'ai quitté mon travail. » Léa le regarda avec inquiétude. « Ça veut dire que tu n'as plus d'argent pour nous aider. » David s'assit sur le canapé, et les enfants se blottirent contre lui. « J'ai encore de l'argent de côté. Mais plus important encore, j'ai quelque chose que je n'avais pas avant. »« Quoi ? J'ai une famille, » dit-il, en regardant Monique, Léa et Louis. « J'ai des personnes qui comptent plus pour moi que l'argent. » Monique, qui avait écouté depuis la cuisine, s'approcha avec une tasse de thé. « Monsieur David, êtes-vous sûr d'avoir pris la bonne décision ?»« Plus sûr que jamais, Monique. »« Et que comptez-vous faire maintenant ?» David avait pensé à cette question toute la journée. « Je vais ouvrir ma propre entreprise, mais elle sera différente. Nous allons construire des logements abordables. Nous allons travailler avec les communautés, pas contre elles. » Léa se redressa, excitée. « Ça veut dire que tu vas construire des maisons pour des gens comme nous ? » ?»« Exactement pour des gens comme vous. » Les mois suivants furent intenses. L'enquête du procureur avançait lentement, mais de plus en plus de victimes étaient prêtes à témoigner. David découvrit que le cas de Belleville n'était pas unique. Moreau avait utilisé des méthodes similaires dans au moins 5 autres quartiers de Paris. Pendant ce temps, David commença à travailler sur sa nouvelle entreprise, qu'il appela « bâtisseur de communautés ». Son premier projet fut de concevoir un plan de rénovation pour le quartier de Belleville qui préserverait la communauté existante tout en améliorant les conditions de vie. « Comment vas-tu financer cela ?» lui demanda Thomas lors d'une de leurs réunions. « J'ai vendu mon appartement et j'ai liquidé la plupart de mes investissements. »« David, es-tu sûr ? Cet appartement valait plus de 2 millions d'euros. Et ce projet vaut bien plus que ça. » David avait acheté un appartement plus petit dans le même quartier de Belleville, à seulement 2 rues de l'immeuble de Monique. Pour la première fois depuis des années, il connaissait ses voisins par leur nom. Un après-midi, alors qu'il révisait des plans dans son nouveau bureau, un espace modeste qui avait auparavant été une boulangerie, Léa arriva en courant, le visage inquiet. « David, il faut que tu viennes vite. Il se passe quelque chose de grave dans l'immeuble. » David laissa tout et suivit la petite fille. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, ils virent plusieurs camions de déménagement et des hommes chargeant des meubles. « Qu'est-ce qui se passe ?» Monique sortit de l'immeuble avec une expression sombre. « Moreau a acheté l'immeuble d'à côté. Et maintenant, il dit que notre immeuble a des problèmes structurels qui nécessitent une évacuation immédiate. » David sentit le sang lui bouillir dans les veines. « Ils ont une ordonnance du tribunal ?»« Oui, mais David, cette ordonnance est basée sur un rapport d'ingénierie qui dit que l'immeuble pourrait s'effondrer à tout moment. » David examina les documents. Le rapport était signé par un ingénieur qu'il connaissait. Il avait travaillé sur plusieurs projets avec Moreau. « Ce rapport est frauduleux, dit-il. J'ai moi-même supervisé la construction de cet immeuble il y a 10 ans. La structure est solide. Peux-tu le prouver ? Je peux faire évaluer l'immeuble par un ingénieur indépendant. Mais nous avons besoin de temps. » À ce moment, un huissier de justice arriva avec d'autres documents. « Qui est monsieur David Dubois ? C'est moi. J'ai une citation à comparaître pour vous. Vous êtes poursuivi pour diffamation par la société Moreau et Associés. Il y a aussi une ordonnance de saisie conservatoire de vos biens. » David lut les documents avec incrédulité. Moreau contre-attaquait, essayant de le faire taire par la pression légale et économique. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Léa, qui avait écouté. David s'agenouilla à côté d'elle. « Ça veut dire que les méchants essaient de m'empêcher de les arrêter. Ils vont y arriver ?» David regarda autour de lui, voyant les familles qui étaient forcées de quitter leur maison, voyant la détermination dans les yeux de Monique, sentant la confiance de Léa et Louis. « Non, » dit-il avec fermeté, « ils n'y arriveront pas. » Cette nuit-là, David convoqua une conférence de presse dans la cour même de l'immeuble. Il avait contacté des journalistes d'investigation, des militants des droits de l'homme et des politiciens locaux. « Mesdames et messieurs, » commença David, « ce que vous voyez ici n'est pas du développement urbain. C'est de l'expulsion forcée. C'est la manipulation d'un système juridique pour le bénéfice de quelques-uns aux dépens de beaucoup. » Les caméras filmaient, tandis que David expliquait tout ce qu'il avait découvert, les faux rapports, les pots de vin, l'utilisation des services sociaux comme arme d'intimidation.
J'ai moi-même fait partie de ce système, confessa-t-il. Mais ces familles, et particulièrement une petite fille courageuse nommée Léa, m'ont appris que le vrai succès ne se mesure pas en argent, mais en les vies que nous pouvons améliorer. Léa se tenait à côté de lui tenant la main. Quand on lui demanda de parler, elle s'approcha du microphone. « Je m'appelle Léa, dit-elle d'une voix claire. J'ai 10 ans et c'est ma maison. Ce n'est pas une très grande maison, mais c'est là où sont mes souvenirs de ma maman, où ma grand-mère m'a appris à être forte, où mon frère fait ses premiers pas. Ils ne peuvent pas nous enlever nos souvenirs. Il n'y avait pas un œil sec parmi les personnes présentes. Pensez-vous qu'une personne puisse réellement changer complètement sa vie comme David? Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile entre ce qui est juste et ce qui est pratique? Racontez-nous votre expérience en commentaire et dites-nous de quelle ville vous suivez cette bataille pour la justice. Partie 5. La conférence de presse de David eut un impact immédiat. Les médias reprirent à l'histoire, et en quelques jours, l'affaire devint un symbole national de la lutte entre le développement urbain incontrôlé et les droits des communautés. Mais Moreau ne resta pas les bras croisés. Le lendemain, David reçut un appel de Thomas avec des nouvelles alarmantes. « David, ils ont obtenu une ordonnance du tribunal pour confisquer tous tes biens. Ils disent que tu es un risque de fuite et que tu pourrais cacher des preuves. Comment est-ce possible ? Ils ont un juge qui est clairement de leur côté. Mais il y a autre chose. Ils ont déposé des accusations criminelles contre toi pour fraude et détournement de fonds. » David sentit comme si le sol s'était ouvert sous lui. Quel type d'accusation? Ils disent que pendant tes années de travail avec eux, tu as participé à des stratagèmes de corruption et de manipulation de contrats publics. Ils ont des documents qui prouveraient prétendument ta participation. Thomas, tu sais que c'est faux. Je le sais, mais les documents semblent authentiques. Quelqu'un a fait un travail très méticuleux pour t'incriminer. David raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Il se rendit immédiatement à l'appartement de Monique, où il trouva la famille en train de déjeuner comme si c'était un jour normal. « David, qu'est-ce qui t'arrive » demanda Léa en voyant son expression. « Tu es très pâle. » David s'assit avec eux à la table de la cuisine. « Je dois vous dire quelque chose d'important. Les méchants ont décidé de m'attaquer directement. Ils vont m'accuser de crimes que je n'ai pas commis. » Monique posa sa tasse de café. « Quel type de crime? Ils disent que j'ai volé de l'argent et que j'ai soudoyé des fonctionnaires. Ils vont essayer de me mettre en prison. » Louis s'approcha de lui et lui prit la main. « Mais tu n'as rien fait de mal, n'est-ce pas? »« Non, champion. Mais parfois, les personnes puissantes peuvent faire passer les mensonges pour la vérité. » Léa le regarda avec ses yeux sages qui semblaient trop mûrs pour son âge. « Ça veut dire que tu ne peux plus nous aider ?» David sentit un nœud dans la gorge. « Ça veut dire que je ne pourrais peut-être pas vous aider comme je le voulais, mais je n'arrêterai jamais de me battre pour vous. Que vas-tu faire? Je vais dire la vérité. Je vais me battre contre ces fausses accusations. Mais il y a quelque chose que je dois vous faire comprendre. Cela peut prendre beaucoup de temps, et pendant ce temps, les choses vont être très difficiles. » Monique se pencha vers lui. « Monsieur David, nous avons vécu des situations difficiles toute notre vie. Si vous êtes prêt à continuer à vous battre, nous aussi. » Cet après-midi-là, David se présenta volontairement au commissariat de police. Les médias avaient été alertés, et il y avait une foule de journalistes qui l'attendaient. « Monsieur Dubois » cria un journaliste. « Est-il vrai que vous allez être arrêté pour corruption ?»« Il est vrai qu'il y a de fausses accusations contre moi, » répondit David. « Mais ce n'est rien de plus qu'une tactique d'intimidation pour faire taire la vérité sur les pratiques de Moreau et associés. » À l'intérieur du commissariat, David fut traité et fiché comme n'importe quel criminel ordinaire. On lui prit les empreintes digitales, des photos, et on le plaça dans une cellule en attendant l'audience de caution. Pendant les 6 heures qu'il passa dans cette cellule, David réfléchit au chemin que sa vie avait pris. 6 mois auparavant, il avait été un millionnaire respecté avec une entreprise prospère et une réputation irréprochable. Maintenant, il était dans une cellule de police, accusé de crimes qu'il n'avait pas commis, avec ses biens gelés et sa carrière détruite. Mais étrangement, il ne le regrettait pas. Quand il fut finalement libéré sous caution, il trouva Monique, Léa et Louis l'attendant devant le commissariat, avec des dizaines de voisins de Belleville. « David !» cria Léa, courant vers lui. « Nous savions que tu allais sortir. » Monique s'approcha avec une expression de soulagement. « Comment allez-vous ? » ?»« Je vais bien. Mais je crains que cela n'empire avant de s'améliorer. » Un vieil homme du groupe de voisins s'approcha. « Monsieur David, nous voulons que vous sachiez que nous ne croyons pas un mot de ce qu'ils disent sur vous. Nous avons organisé une collecte pour vous aider avec vos frais de justice. » David se sentit submergé. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez besoin de cet argent pour vos propres familles. »« Les familles s'entraident, » répondit l'homme. « Et vous faites partie de notre famille maintenant. » Au cours des semaines suivantes, l'affaire se transforma en une bataille médiatique. Moreau engagea une agence de relations publiques qui commença à divulguer des informations sur le passé de David.
le dépeignant comme un homme d'affaires corrompu qui avait décidé de dénoncer ses partenaires seulement quand les choses devenaient difficiles pour lui. David, de son côté, travailla sans relâche avec Thomas pour démonter les fausses accusations. Mais chaque jour qui passait, de nouvelles preuves apparaissaient contre lui. « C'est comme se battre contre des fantômes », dit David à Thomas lors d'une de leurs réunions. « Chaque fois que nous démontons une accusation, deux nouvelles apparaissent. David, je dois être honnête avec toi. Ils jouent à un niveau que nous n'avions pas anticipé. Ils ont des ressources illimitées et des contacts très haut placés. Tu suggères que j'abandonne ? Je suggère que tu envisages un accord. Tu pourrais accepter une amende moindre et des accusations réduites en échange du retrait de tes accusations contre Moreau. » David resta silencieux un instant. « Thomas, tu sais ce que Léa m'a dit hier ? » »« Quoi ? » ?»« Elle m'a dit que sa maman lui avait appris que quand quelque chose est juste, ça vaut n'importe quel sacrifice. Une petite fille de 10 ans comprend mieux que nous ce que signifie l'intégrité. David, l'intégrité ne t'aidera pas si tu finis en prison. Peut-être. Mais au moins, je pourrais me regarder dans le miroir. » Cette nuit-là, David alla dîner à l'appartement de Monique, comme il l'avait fait presque tous les soirs ces derniers mois. La petite famille était devenue son ancre émotionnelle pendant la tempête. « David, » dit Léa pendant le dîner, « ma maîtresse dit que quand les personnes puissantes attaquent quelqu'un d'aussi fort, c'est parce qu'elles ont peur. Peur de quoi ? Peur que la vérité éclate. » David sourit malgré tout. « Ta maîtresse est très sage. Et moi aussi je suis sage, » ajouta Louis, « et je sais que tu vas gagner parce que tu es bon. » Monique, qui avait été plus silencieuse que d'habitude, parla finalement. « Monsieur David, il y a quelque chose que je dois vous dire. »« Qu'est-ce qui se passe, Monique ? » ?»« Ils sont venus me voir hier, des gens de chez Moreau. Ils m'ont offert de l'argent pour que je dise que vous nous aviez fait pression pour témoigner en votre faveur. » David sentit un frisson. « Combien d'argent ? » 50 000 €. Ils ont dit que c'était juste pour clarifier les faits. « Et qu'est-ce que tu leur as dit ?» Monique le regarda droit dans les yeux. « Je leur ai dit qu'il y avait deux types de personnes dans le monde. Celles qui vendent leur dignité pour de l'argent et celles qui la protègent quel qu'en soit le prix, et que nous ne sommes pas à vendre. » David ressentit une émotion si intense qu'il put à peine parler. « Monique, ne dites rien. Je voulais juste que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. » Le lendemain, David reçut un appel inattendu. C'était Chloé, sa fille de 12 ans. « Papa, j'ai vu les nouvelles. Ce qu'ils disent sur toi est-il vrai ?» David resta paralysé. Il n'avait pas parlé à Chloé depuis des mois. Et maintenant, elle voyait son père accusé de crimes à la télévision. « Chloé, c'est compliqué. Les accusations ne sont pas vraies. Mais, papa, je sais que tu ne ferais pas de mauvaises choses. Maman dit que tu es beaucoup de choses, mais pas un criminel. » David sentit des larmes dans ses yeux. « Merci de croire en moi, ma chérie. Papa, je peux rencontrer les enfants pour qui tu te bats? J'ai vu les photos aux nouvelles. La petite fille a l'air de mon âge. » David resta silencieux, surpris par la demande. « Tu es sûr? »« Oui, je veux comprendre pourquoi c'est si important pour toi. » Ce fut la première fois que David sentit de l'espoir depuis des semaines. Le week-end suivant, Chloé se rendit de Lyon pour passer 2 jours avec David. Quand elle arriva à l'appartement qu'il avait loué à Belleville, elle regarda autour d'elle avec curiosité. « C'est beaucoup plus petit que ton ancienne maison. »« Mais c'est plus chaleureux, » répondit David. « Tu veux rencontrer mes amis ?» Quand ils arrivèrent à l'appartement de Monique, les présentations furent d'abord timides. Chloé, habituée à sa vie privilégiée à Lyon, semblait un peu perdue dans l'environnement simple de l'appartement. Mais Léa, avec son naturel caractéristique, brisa immédiatement la glace. « Tu es la fille de David ? Il nous a beaucoup parlé de toi. Vraiment ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? » « Qu'il te manque beaucoup et que tu es très intelligente. Il dit aussi que tu as les mêmes yeux bleus que lui. » Chloé rougit légèrement. « Et toi, tu es Léa. Mon papa a dit que tu es la petite fille la plus courageuse qu'il connaisse. » Pendant le déjeuner, Chloé écouta les histoires de la famille. La mort de la mère de Léa, la lutte pour garder leur maison, la menace constante d'être déplacée. « Je n'arrive pas à croire qu'il existe des gens qui font ça, » dit Chloé. « À mon collège, on ne parle jamais de ces choses. Parfois, les gens qui ont beaucoup oublient qu'il y en a d'autres qui ont peu, » répondit Léa avec sa sagesse habituelle. « Et tu n'es pas en colère? Tu ne détestes pas les gens qui essaient de te prendre ta maison ?» Léa réfléchit un instant. « Ma grand-mère dit que la haine, c'est comme prendre du poison en espérant que l'autre personne meure. Il vaut mieux utiliser cette énergie pour construire quelque chose de bien. » Chloé regarda son père avec une nouvelle expression. « Papa, maintenant je comprends pourquoi tu fais ça. » Cet après-midi-là, pendant que Chloé jouait avec Léa et Louis dans la cour de l'immeuble, Monique s'approcha de David. « Votre fille est une bonne enfant, intelligente et de bon cœur, comme Léa, » répondit David. « Peut-être que les deux peuvent s'enseigner des choses importantes mutuellement. Que voulez-vous dire? Chloé peut apprendre la valeur de la lutte et de la solidarité. Et Léa peut voir qu'il y a un monde plus grand rempli d'opportunités.
Quand Chloé se préparait à rentrer à Lyon le dimanche soir, elle dit au revoir à Léa avec une longue étreinte. « Je peux te revoir bientôt ?»« Bien sûr, mais la prochaine fois que tu viendras, j'espère que nous aurons de bonnes nouvelles sur les méchants. » Chloé regarda son père. « Papa, je vais parler à maman. Je veux passer plus de temps ici avec toi. » Cette nuit-là, après avoir conduit Chloé à la gare, David marcha dans les rues de Belleville, réfléchissant à ce qui avait changé dans sa vie. Il avait perdu son entreprise, sa réputation, la majeure partie de son argent. Mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, une vraie famille, un but réel et la possibilité de renouer avec sa propre fille. Le lendemain, Thomas l'appela avec des nouvelles urgentes. « David, j'ai des informations qui pourraient changer toute l'affaire. » « Quel type d'informations ?» Un ancien comptable de Moreau s'est présenté volontairement avec des documents prouvant que toutes les preuves contre toi ont été fabriquées. Il a des enregistrements de réunions où il discute de la manière de t'incriminer. David sentit qu'il pouvait respirer pour la première fois depuis des semaines. Est-il fiable? Très fiable. Mais David, il y a autre chose. L'enquête a révélé que le réseau de corruption est bien plus vaste que nous le pensions. Il implique des politiciens, des juges et d'autres grandes entreprises de construction. Ça va être énorme. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ça signifie que nous avons enfin une vraie chance de gagner, mais cela signifie aussi que le danger va augmenter exponentiellement. Cette nuit-là, David réunit Monique, Léa et Louis pour leur annoncer la nouvelle. « Ça veut dire qu'ils ne vont plus t'accuser de mauvaises choses ?» demanda Louis. « Ça veut dire que bientôt, il sera prouvé que je n'ai rien fait de mal, mais cela signifie aussi que la lutte va être plus intense. » Léa le regarda avec détermination. « Ça ne fait rien, nous n'avons pas peur. » David l'embrassa. « Je sais, petite guerrière, et c'est pour ça que nous allons gagner. » Mais cette même nuit, David reçut un appel anonyme qui lui glaça le sang. « Monsieur Dubois, il serait très sage de votre part de reconsidérer votre position. Des accidents peuvent arriver à n'importe qui, même à de jeunes enfants. » La ligne coupa, laissant David le cœur battant violemment. La menace était claire. Léa et Louis étaient en danger. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé cette lutte, David se demanda s'il avait sous-estimé ses ennemis. Et pour la première fois, il ressentit une vraie peur. Avez-vous déjà dû choisir entre votre sécurité personnelle et la protection des personnes que vous aimez? Comment pensez-vous que David et les enfants devraient se protéger face à ces menaces? Partagez votre opinion en commentaire et dites-nous de quelle ville vous suivez ce moment crucial de l'histoire. Partie 6. La menace téléphonique changea tout pour David. Cette même nuit, il engagea une sécurité privée pour surveiller l'immeuble de Monique 24 heures sur 24. Il déménagea également temporairement dans l'appartement d'à côté, qui était vide, pour être plus proche de la famille. « David, ça devient très dangereux, » lui dit Monique. « Peut-être devriez-vous considérer… » « Non, » l'interrompit David fermement. « Je ne laisserai pas l'intimidation gagner, mais je ne mettrai pas non plus les enfants en danger. » Léa, qui avait écouté la conversation, s'approcha. « Les méchants vont nous faire du mal ?» David s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je ne permettrai à personne de vous faire du mal, jamais, mais j'ai besoin que vous soyez très prudent. Ne sortez pas seul, et dites-moi toujours où vous allez. » Au cours des jours suivants, l'enquête du procureur avança rapidement. L'ancien comptable de Moreau, qui s'identifia comme Nicolas Lefebvre, fournit des preuves dévastatrices qui non seulement exonéraient David, mais révélaient l'étendue complète du réseau de corruption. « David, lui dit Thomas lors d'une réunion, c'est plus grand que ce que nous avions imaginé. Il y a au moins 12 fonctionnaires impliqués, 3 juges et 5 grandes entreprises de construction. Et Moreau, il sera arrêté la semaine prochaine. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. » « Quoi ? » « Le procureur veut que tu témoignes lors d'une audience publique. Elle sera diffusée en direct à la télévision. Ce sera l'occasion de blanchir complètement ton nom, mais cela fera aussi de toi le visage visible de toute cette enquête. » David réfléchit aux implications. Cela signifie-t-il plus de danger? Probablement. Mais cela signifie aussi une vraie justice. Cette nuit-là, David discuta de la décision avec Monique et les enfants. « Je pense que vous devriez le faire, » dit Monique. « Les gens ont besoin de connaître la vérité. » « Mais et si ça devenait plus dangereux pour vous ?» Léa prit la parole avec son sérieux caractéristique. « David, ma maman disait toujours que la vérité est comme le soleil. Les nuages peuvent la cacher un temps, mais à la fin, elle finit toujours par briller. Tu dois être le soleil. » La sagesse de cette petite fille de 10 ans le toucha profondément. « D'accord, je vais témoigner. » La semaine du témoignage de David fut intense. Les médias couvraient chaque développement de l'affaire et l'histoire était devenue un symbole national de la lutte contre la corruption. Mais la nuit précédant son témoignage, David reçut une visite inattendue. C'était Antoine Moreau. « David, il faut qu'on parle. » Moreau semblait désespéré, très différent de l'homme confiant que David avait connu. « Nous n'avons rien à nous dire, Antoine. Écoute-moi, je sais que demain tu vas témoigner,
et je sais que tu as des preuves contre moi. Mais je veux te faire une offre. Ça ne m'intéresse pas. 50 millions d'euros pour toi et 10 millions de plus pour les familles de Belleville. Tout ce que tu as à faire, c'est changer ton témoignage. Dire que tu as mal compris certaines choses, que tu as peut-être exagéré. David le regarda avec incrédulité. Tu essaies de me soudoyer la nuit avant mon témoignage. J'essaie de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Et qu'en est-il de toutes les autres familles qui ont été déplacées? Qu'en est-il de toutes les autres victimes de ton système? Moreau haussa les épaules. Je ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde, mais je peux résoudre le tien. David s'approcha de Moreau, le regardant droit dans les yeux. Antoine, il y a 6 mois, j'aurais peut-être envisagé ton offre, mais tu sais ce que j'ai appris? Que certaines choses ne sont pas à vendre, et mon intégrité en fait partie. David, ne sois pas naïf. Dans ce monde, tout a un prix. Tu te trompes. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. L'amour d'une famille, le respect des enfants, la paix intérieure, et ce sont ces choses qui comptent vraiment. Moreau partit sans dire un mot de plus. Le jour du témoignage, David se réveilla tôt. Monique lui avait préparé un petit déjeuner spécial, et Léa et Louis lui avaient fait des dessins porte-bonheur. « Tu es nerveux ?» demanda Léa. « Un peu, mais je suis aussi excitée. Aujourd'hui, nous allons dire la vérité au monde entier. Et après aujourd'hui, tout ira bien. » David serra la petite fille dans ses bras. « Après aujourd'hui, nous aurons fait tout ce que nous pouvions pour que les choses aillent bien. » Le tribunal était rempli de journalistes, de militants et de curieux. David vit Chloé assise dans la galerie publique à côté de sa mère, qui avait fait le voyage depuis Lyon pour le soutenir. Il vit également des dizaines de voisins de Belleville, y compris Monique, Léa et Louis au premier rang. Quand David s'approcha de la barre pour prêter serment, il regarda Léa, qui lui sourit et lui fit un geste d'encouragement avec le pouce levé. Pendant 2 heures, David témoigna de tout ce qu'il avait découvert, les méthodes de pression, les pots de vin, la manipulation du système juridique pour le bénéfice des puissants aux dépens des vulnérables. « Monsieur Dubois, lui demanda le procureur, qu'est-ce qui vous a motivé à dénoncer des pratiques auxquelles vous aviez vous-même participé auparavant ?» David regarda vers la galerie, vers Léa. « Une petite fille de 10 ans m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en les vies que nous pouvons toucher de manière positive. Elle m'a appris que la famille n'est pas seulement le sang, mais les personnes qui choisissent de rester avec vous quand les choses deviennent difficiles. Et elle m'a appris qu'il est toujours possible de choisir de faire ce qui est juste, peu importe à quel point nous nous sommes trompés par le passé. » Quand David eut terminé son témoignage, le tribunal éclata en applaudissements. Le juge dut rappeler à l'ordre plusieurs fois. 3 jours plus tard, Antoine Moreau et 6 de ses associés furent arrêtés. L'enquête révéla des stratagèmes de corruption qui s'étendaient à toute l'Île-de-France et avaient affecté des centaines de familles pendant plus d'une décennie. David fut complètement exonéré de toutes les accusations et ses biens furent débloqués. Mais plus important encore, l'affaire établit des précédents juridiques qui protégeraient les communautés vulnérables à l'avenir. 1 mois après le procès, David reçut un appel inattendu de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. « Monsieur Dubois, je suis le docteur Martin, chef de cardiologie. J'ai suivi votre affaire aux nouvelles et j'aimerais vous parler de quelque chose. »« De quoi, docteur ?»« De la mère de Léa Leclerc. Nous avons ses dossiers médicaux et j'aimerais vous expliquer exactement ce qui s'est passé dans son cas. » David rencontra le docteur le même après-midi. Ce qu'il découvrit le remplit d'une rage renouvelée, mais aussi de détermination. « L'opération dont Madame Leclerc avait besoin était tout à fait routinière, » expliqua le docteur. « Elle avait un problème valvulaire qui aurait pu être facilement corrigé. Mais nos mains étaient liées par les réglementations financières. 15 000 € était vraiment le coût. En réalité, le coût réel de l'opération était d'environ 8 000 €. Mais l'hôpital doit respecter certaines exigences de rentabilité établies par l'administration régionale. » David sentit un nœud à l'estomac. « Vous êtes en train de dire qu'elle est morte à cause d'une politique administrative ? » « Je suis en train de dire qu'elle est morte parce que notre système de santé priorise parfois les chiffres au-dessus des personnes. » Cette nuit-là, David réunit Monique, Léa et Louis pour une conversation importante. « J'ai quelque chose à vous dire sur la maman de Léa et Louis. » Léa se tendit immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?» David leur expliqua ce qu'il avait découvert à l'hôpital. Quand il eut terminé, Léa avait des larmes aux yeux, mais aussi une expression de détermination. « Ça veut dire que ma maman pourrait être vivante si elle avait eu plus d'argent. »« Oui, petite. Et j'en suis vraiment désolé. » Léa resta silencieuse un instant puis demanda « On peut faire quelque chose pour que ça n'arrive pas à d'autres mamans ?» David sourit à travers ses propres larmes. « Oui, nous le pouvons, et nous allons le faire. » 6 mois plus tard, David inaugura la Fondation Marie Leclerc, nommée en l'honneur de la mère de Léa et Louis, dédiée à fournir des traitements médicaux gratuits aux familles qui ne pouvaient pas se les permettre. La fondation fut financée avec l'argent que David récupéra après le procès, plus les compensations qu'il reçut pour diffamation.
L'événement d'inauguration eut lieu dans la même cour de l'immeuble de Belleville où tout avait commencé. Léa, maintenant âgée de 11 ans, fut invitée à couper le ruban inaugural. Cette fondation va garantir qu'aucun enfant ne perde sa maman ou son papa juste par manque d'argent, dit Léa dans son discours. Ma maman n'a pas pu être sauvée, mais peut-être que la maman d'un autre enfant le pourra. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Après la cérémonie, David se retrouva à marcher dans le parc où il avait rencontré Léa pour la première fois. Elle était là, assise sur le même banc, mais elle portait maintenant l'uniforme de sa nouvelle école privée que David avait insisté pour payer. « À quoi penses-tu » lui demanda David, s'asseyant à ses côtés. « À ma maman. Je me demande si elle est fière de nous. Je suis sûr qu'elle est très fière, surtout de toi. » Léa le regarda avec ses yeux sages qui continuaient de paraître trop mûrs pour son âge. « David, tu sais quelle est la différence entre être riche et être puissant ? » « Laquelle ? Une personne riche a beaucoup d'argent, mais une personne puissante peut changer la vie des autres pour le mieux. Tu étais riche, mais maintenant tu es puissant. » David serra dans ses bras la petite fille qui avait changé sa vie pour toujours. « Non, petite, nous sommes puissants, ensemble. » 1 an plus tard, David et Chloé déménagèrent définitivement à Belleville. David avait vendu son entreprise de construction originale à ses anciens associés et se consacrait désormais entièrement à la fondation et aux projets de logements sociaux. Chloé, qui avait maintenant 14 ans, était devenue la grande sœur que Léa et Louis n'avaient jamais eue. Elle aidait Léa avec ses études et jouait au football avec Louis dans la cour de l'immeuble. « Papa, » lui dit Chloé un après-midi, « mes amis de Lyon ne comprennent pas pourquoi tu préfères vivre ici plutôt que dans un hôtel particulier. Et qu'est-ce que tu leur dis ? » « Je leur dis qu'une maison est faite de murs, mais qu'un foyer est fait d'amour. Et ici, nous avons plus d'amour que dans n'importe quel hôtel particulier. » David sourit, se souvenant des mots similaires que Léa avait prononcés 2 ans auparavant. Monique, maintenant âgée de 62 ans, avait officiellement accepté que David fasse partie de la famille. Dans les documents légaux, il apparaissait comme tuteur légal de Léa et Louis, mais en réalité, ils étaient devenus une famille unie par quelque chose de plus fort que le sang, l'amour inconditionnel et la décision quotidienne de prendre soin les uns des autres. L'immeuble de Belleville ne fut jamais démoli. Au lieu de cela, David conçut une rénovation qui modernisa les appartements tout en conservant le caractère communautaire du lieu. Les voisins qui avaient lutté à ses côtés devinrent copropriétaires de l'immeuble, garantissant qu'il ne pourrait plus jamais être déplacé. Moreau fut condamné à 8 ans de prison pour corruption et fraude. Son entreprise fut liquidée et les actifs furent utilisés pour indemniser les familles qui avaient été déplacées par ces projets. Un dimanche après-midi, 3 ans après leur première rencontre, David était dans la cuisine, préparant le pot-au-feu familial hebdomadaire, quand Léa entra en courant avec un dessin dans les mains. « David, regarde ce que j'ai dessiné à l'école. » C'était un dessin d'une famille. David au centre, entouré de Monique, Chloé, Léa et Louis. Tous souriaient et se tenèrent la main. « Tu aimes ?» demanda Léa. David regarda le dessin, puis regarda autour de sa cuisine modeste, mais pleine de vie, écoutant les rires de Louise et Chloé, jouant dans le salon, et sentant l'arôme du café que Monique préparait. « C'est parfait, répondit-il. C'est absolument parfait. » Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient, David resta éveillé, réfléchissant au chemin que sa vie avait pris. Il avait commencé comme un millionnaire solitaire, obsédé par le succès matériel, et il était devenu un homme qui mesurait sa richesse en sourires d'enfant, en câlins spontanés, et dans la satisfaction de savoir que sa vie avait un but réel. Son téléphone sonna. C'était Thomas. « David, j'ai des nouvelles intéressantes. La Fondation Marie Leclerc a été sélectionnée pour recevoir le prix national de la responsabilité sociale. Ils vont remettre le prix lors d'une cérémonie au Palais du Louvre. » David sourit. « Tu sais quoi, Thomas ? Je préfère les prix que me donnent Léa et Louis tous les jours, leurs sourires et leur confiance. Tu ne vas pas accepter le prix ? Bien sûr que si, mais pas pour moi, pour Marie Leclerc, pour toutes les mères que nous n'avons pas pu sauver et pour toutes celles que nous pourrons sauver à l'avenir. » Quand il raccrocha le téléphone, David s'approcha de la fenêtre de son appartement. Il pouvait voir les lumières de Paris s'étendre jusqu'à l'horizon, mais son attention se porta sur la cour de l'immeuble en bas, où quelques enfants du quartier jouaient au football sous les lumières nocturnes. L'un de ces enfants était Louis, maintenant âgé de 9 ans, courant avec une énergie illimitée et riant aux éclats. L'enfant qu'il avait connu malade et fragile était devenu un petit athlète plein de vie. David se souvint des mots que Léa lui avait dit le premier jour où ils s'étaient rencontrés. Parfois, le plus important est ce que l'on ne comprend pas tout de suite. Elle avait raison. Le plus important n'avait pas été son argent, son entreprise ou son statut social. Le plus important l'avait attendu dans un parc, dans les yeux d'une petite fille courageuse qui avait besoin d'aide. Le lendemain,
David se réveilla au son familier des rires dans la cuisine. Léa aidait Monique à préparer le petit déjeuner, tandis que Louis construisait quelque chose d'élaboré avec ses blocs de construction sur la table. « Bonjour la famille », dit David, en embrassant chacun. « Bonjour papa », répondirent Léa et Louis à l'unisson. Monique sourit. « Tu sais quoi? Je crois qu'aujourd'hui va être une journée parfaite. » David regarda autour de sa cuisine, voyant les personnes qu'il aimait le plus au monde commencer une nouvelle journée ensemble. « Tous nos jours sont parfaits, » répondit-il, « parce que nous les passons ensemble. » Et tandis qu'il buvait son café matinal, entouré du doux brouhaha de sa famille, David Dubois comprit qu'il avait trouvé quelque chose que tout son argent n'avait jamais pu lui acheter. Le vrai bonheur. L'histoire de comment un millionnaire solitaire trouva une famille dans les endroits les plus inattendus était devenue une légende à Paris. Mais pour David, ce n'était pas une histoire de transformation sociale ou de justice. C'était simplement l'histoire de comment le vrai amour peut apparaître quand on s'y attend le moins, et tout changer pour toujours. Épilogue. 5 ans plus tard. Léa avait maintenant 16 ans et avait été acceptée à l'Université de Paris pour étudier le travail social. Dans son essai de candidature, elle avait écrit sur un homme qui lui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer et sur la façon dont une famille peut naître de la décision de s'aimer mutuellement. Louis, 14 ans, avait hérité du talent artistique de sa sœur et ses dessins ornaient chaque mur de l'appartement familial. Son œuvre préférée était un portrait de famille qu'il avait peint pour l'anniversaire de David, montrant tout le monde ensemble dans la cour de l'immeuble, avec une plaque qui disait « Le foyer est là où se trouve l'amour ». Chloé, maintenant âgée de 17 ans, avait décidé de rester à Paris pour sa dernière année de lycée. Elle considérait Léa et Louis comme ses vrais frères et sœurs et avait trouvé en Monique la grand-mère qu'elle n'avait jamais eue. Monique, à 67 ans, était devenue la matriarche d'une famille qui avait largement dépassé ses attentes. Son appartement était le centre des réunions dominicales qui incluaient non seulement David et les enfants, mais aussi d'autres voisins de l'immeuble qui étaient devenus une famille élargie. La Fondation Marie Leclerc avait aidé plus de 1000 familles au cours de ses 5 années d'existence. David la dirigeait avec la même passion qu'il avait autrefois consacrée à la construction de bâtiments, mais il construisait maintenant quelque chose de bien plus précieux, l'espoir. Pour le 5e anniversaire de leur première rencontre, David et Léa retournèrent au parc où tout avait commencé. Ils s'assirent sur le même banc où une petite fille désespérée avait cherché des bouteilles en plastique et avait trouvé à la place un père. « Tu regrettes quelque chose ?» lui demanda Léa. David réfléchit un instant. « Je regrette toutes les années que j'ai gaspillées à être riche mais vide, mais je ne regrette pas un seul instant depuis que je t'ai rencontré. Et si tu pouvais revenir en arrière et faire les choses différemment ? Si je pouvais revenir en arrière, je serais venu te chercher bien plus tôt. » Léa sourit et prit la main de David. « Peut-être que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Peut-être que j'avais besoin de grandir un peu pour être prête à t'avoir comme papa. Et toi, tu avais besoin de perdre un peu pour être prêt à nous trouver. » David regarda la jeune femme extraordinaire qui était devenue la petite fille qui avait changé sa vie. « Tu sais quoi, Léa? Je crois que tu as raison. Comme toujours. » Alors qu'ils rentraient chez eux, où Monique préparerait le dîner et Louis et Chloé se disputeraient sur le film à regarder ce soir-là, David réalisa qu'il avait trouvé quelque chose qu'il avait cherché toute sa vie sans le savoir, une vraie famille, construite non sur le sang ou l'argent, mais sur le choix quotidien de s'aimer et de se protéger mutuellement. L'histoire du millionnaire qui fut ému d'être appelé papa par une fille qui n'était pas la sienne avait fini par être l'histoire de comment le vrai amour peut transformer non seulement les personnes, mais le monde entier, une famille à la fois. Avez-vous déjà vécu une rencontre qui a complètement changé le cours de votre vie? Croyez-vous qu'il est possible de trouver une famille dans les endroits les plus inattendus? Cette histoire nous rappelle que le vrai succès se mesure à l'amour que nous donnons et recevons. Racontez-nous en commentaire ce que vous pensez de la transformation de David et de quelle ville vous lisez cette histoire d'amour, de famille et de rédemption. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker pour que plus de personnes puissent découvrir le pouvoir transformateur du vrai amour, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui inspirent et émeuvent, de commenter en nous disant de quelle ville vous nous lisez et si vous avez vécu une expérience similaire, de suggérer de nouvelles idées d'histoire que vous aimeriez entendre. Le vrai amour ne connaît pas de frontières, d'âge, ni de conditions sociales. Parfois, les plus belles familles naissent des rencontres les plus inattendues, et les richesses les plus précieuses ne se comptent pas en billets, mais en sourires, en câlins et en moments partagés. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire de transformation. Nous nous retrouverons dans la prochaine histoire où nous continuerons à explorer le pouvoir de l'amour pour changer des vies.